Citoyens du Sénégal, c'est le secrétaire général de l'UPS qui vous parle. Comme vous le savez, Modibo Keïta, poussé par une ambition folle, vient de tenter un coup de force contre le peuple sénégalais. Il a destitué Mamadou Dia de son poste de ministre de la Défense du Mali. Or, il fallait pour cela l'approbation de la délégation du Sénégal à l'Assemblée fédérale. Il a mobilisé les troupes du Mali contre le peuple sénégalais, troupes dont la plupart sont des Sénégalais. C'est une autre illégalité, car la sécurité intérieure appartient aux États fédérés, non à l'État fédéral. Mais, comme chacun le sait, Modibo Keïta n'a cure de la légalité. À la force, nous répondons par des forces supérieures. Nous avons d'abord nos forces de sécurité qui, en ce moment, tiennent la situation bien en main à Dakar. Nous avons surtout nos forces populaires. À partir de cette heure, tous les militants de l'UPS sont mobilisés, tous les militants et toutes les militantes. Toutes les sections de l'UPS doivent se transformer immédiatement en milices populaires et s'armer. Sénégalaises, Sénégalais, l'heure est grave. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Jamais le Sénégal n'a été dans une telle situation. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance, cette indépendance dont les hommes politiques sénégalais ont été les principaux artisans en Afrique noire de langue française. Ce que l'on veut, vous le savez, on ne s'en cache pas. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Vous ressusciterez aujourd'hui la bravoure et l'honneur de nos ancêtres, d'un Ndiadia Ndiaye, d'un Lat Dior Diop. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Comme tous les leaders de l'UPS, vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. Sénégalaises, Sénégalais, je m'adresse à vous ce matin pour vous dire de quelle nuit tragique sort, heureusement sauvé, le Sénégal, notre Sénégal. Ceux que nous avions accueillis chez nous en amis et en alliés, ceux à qui nous avions accepté de lier notre sort, et à leur tête, M. Modibo Keïta, ont cette nuit tenté de perpétrer contre l'État du Sénégal un lâche coup de force. Il ne s'agissait de rien moins que d'arrêter les ministres sénégalais qui n'accepteraient pas de subir une volonté étrangère. Il ne s'agissait de rien moins que d'empêcher le libre fonctionnement des institutions sénégalaises et notamment de notre Assemblée législative et du gouvernement qu'elle a investi de sa confiance. Pour cela, M. Modibo Keïta n'avait pas hésité à proclamer illégalement de sa seule autorité l'état d'urgence et à organiser la subversion sur notre propre sol. Il a été jusqu'à faire appel à l'armée de la communauté pour mettre notre pays sous le joug d'un régime dont nous ne voulions pas. Dieu a sauvé le Sénégal. Au coup de force, notre réponse a été immédiate et énergique. À l'heure où je vous parle, ceux qui voulaient nous arrêter sont eux-mêmes arrêtés ou hors d'état de nuire, et l'armée de la communauté est restée dans le devoir. Elle n'est pas intervenue dans une affaire qui était notre affaire, l'affaire du Sénégal. De cette épreuve, dont nous sortons victorieux, nous avons tiré toutes les leçons. Réunis cette nuit en séance extraordinaire dans son palais,
l'Assemblée législative du Sénégal a abrogé tous les transferts de compétences qu'elle avait consentis au gouvernement du Mali. Elle a décidé que le Sénégal se retirerait immédiatement de la Fédération du Mali. Et elle a, dans un élan unanime, proclamé l'indépendance du Sénégal. Cette indépendance, le gouvernement la défendra avec détermination et contre quiconque oserait la menacer. Il en a les moyens. L'Assemblée législative a voté une loi instituant légalement l'état d'urgence. Et elle a donné plein pouvoir au gouvernement pour une période de 3 mois. Le gouvernement, j'en donne l'assurance, utilisera ses pleins pouvoirs pour asseoir l'indépendance sénégalaise sur des bases inébranlables. Le gouvernement a ensuite été complété afin d'assurer les compétences dont le Sénégal a repris souverainement l'exercice. Il siège sans désemparer afin d'arrêter toutes les mesures qui s'imposent. En son nom, je fais solennellement appel à toutes les Sénégalaises, à tous les Sénégalais, que tous se lèvent dans le calme et la discipline. C'est l'honneur sénégalais qu'il faut affirmer aujourd'hui à la face du monde. Mais je sais que chacun voudra être digne de l'avenir enfin libre qui s'ouvre devant nous. En ce premier jour de notre indépendance nationale, avec vous, je salue notre liberté reconquise. Vive le Sénégal. L'Assemblée législative du Sénégal vient de tenir une séance de nuit historique. Elle a proclamé solennellement l'indépendance de l'État du Sénégal. C'est après l'audition du président Mamadou Dia qui, dans une improvisation émouvante et ferme à la fois, a fait l'historique des événements, que l'Assemblée a adopté d'abord un projet de loi qui déclare que toutes les lois et tous les décrets portant transfert de compétences au profit de la Fédération du Mali, notamment la loi sénégalaise numéro 60033 du 10 juin 1960, sont abrogés. L'article 2 de ce projet de loi que l'Assemblée a adopté déclare que la République du Sénégal se retire de la Fédération du Mali. Et c'est l'article 3 de ce texte qui proclame juridiquement l'indépendance du Sénégal. Le deuxième texte adopté par l'Assemblée a trait à l'état d'urgence. Ce texte déclare en son article 1er que l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République du Sénégal, soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas de menées subversives compromettant la sécurité intérieure, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. La loi fixe la durée de l'état d'urgence pour une durée illimitée. Signalons également le texte de loi qui donne plein pouvoir au gouvernement. En effet, l'Assemblée nationale vient d'autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance, pour une durée de 3 mois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Le gouvernement est ainsi armé pour continuer son action contre toutes les menées subversives, défendre l'intégrité du territoire national et conduire le peuple sénégalais vers une promotion politique, économique et sociale conforme au programme de l'Union progressiste sénégalaise. Signalons également qu'avant la séance de l'Assemblée, un conseil des ministres extraordinaire réuni sous la présidence de Mamadou Dia a nommé Maître Valdiodio Ndiaye, ministre de l'Intérieur, cumulativement avec ses fonctions, ministre de la Défense nationale de l'État du Sénégal. Un décret pris par le même conseil des ministres nomme le colonel Fall chef d'état-major de l'armée du Sénégal. Nous ferons entendre dans une autre émission les 2 importants discours que les présidents Mamadou Dia et Senghor ont prononcés dans la séance qui vient de se terminer. Signalons que les dirigeants sénégalais continuent leur activité car au moment où je vous parle, nous allons tenir un conseil des ministres extraordinaire.
Ce qu'il faut retenir à l'heure où nous émettons, c'est que la situation est parfaitement en main. Le gouvernement est maître de la situation. Tous ceux qui avaient misé sur la division possible du peuple sénégalais en seront pour leurs frais. Ils retrouvent devant eux un peuple uni, ferme, décidé, qui ne marchandera rien pour défendre sa liberté et son indépendance. Monsieur le Président, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport élaboré par la Commission de la législation, rapport relatif à l'affaire 39 et Sahel. L'Assemblée législative de la République du Sénégal a, par les dispositions contenues dans la loi sénégalaise numéro 60 041, adoptée au cours de sa séance du 20 août, premièrement abrégé tout décret et toute loi portant transfert de compétences au profit de la Fédération du Mali. Deuxièmement, décider le retrait du Sénégal de la dite fédération. Troisièmement, proclamer l'indépendance de la République du Sénégal. En fonction de cette nouvelle situation, la Commission de la législation vous invite à ratifier à l'unanimité et par acclamation la proposition de loi présentée au nom du groupe UPS et tendant à l'érection de l'Assemblée législative de la République du Sénégal en Assemblée nationale de la République du Sénégal. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de l'article 1er du projet ainsi conçu. L'Assemblée législative de la République du Sénégal est érigée en Assemblée nationale. Personne ne demande la parole. Je mets aux voix. Sélection d'avis. Avis contraire. Il n'y en a pas. Article 2. La présente loi sera exécutée comme loi constitutionnelle de la République du Sénégal. Pas d'observation. C'est adopté. Je mets l'ensemble aux voix. En conséquence, l'Assemblée législative du Sénégal devient l'Assemblée nationale de la République du Sénégal. Ici Dakar, radiodiffusion d'outre-mer. Ce matin, comme prévu, le président Léopold Senghor, secrétaire général de l'UPS, Union progressiste sénégalaise, vient de tenir une importante conférence de presse dans l'immeuble de l'ex-Assemblée fédérale. Il était entouré de tous les ministres du gouvernement du Sénégal et des responsables du parti. Des représentants des diplomates, des journalistes français et étrangers de la presse parlée et écrite étaient présents à cette conférence. Nous vous donnons l'enregistrement de la conférence du président Senghor. Cette conférence de presse a pour objet le coup d'État avorté du 20 juin 1960 et ses conséquences, dont la plus importante est l'indépendance de la République du Sénégal. Il est rare qu'un coup d'État avorte sans effusion de sang ni haine. Tel est pourtant le caractère le plus significatif de l'événement. M. Modibo Keïta, je parle de lui sans rancœur, mais non sans tristesse. M. Modibo Keïta, guidé par des conseillers de mauvaise augure, rêvait donc de s'appuyer sur l'armée malienne, voire sur l'armée française, pour mater le peuple sénégalais. Il s'agissait pour lui d'arrêter les leaders politiques sénégalais, de les jeter en prison, de les faire fusiller après les avoir déshonorés. Après quoi, on aurait mis quelques tieflings à leur place et les tours y étaient joués. Comme si quelques lâches et quelques traîtres pouvaient entraîner un peuple au long passé de fierté et d'honneur qui a versé son sang sur tous les champs de bataille du monde. Malgré ce mépris dont nous avons été l'objet, malgré cette tentative d'assassinat moral, il aurait été physique pour quelques-uns, le peuple sénégalais a su surmonter son ressentiment. Nous avons protégé nos adversaires provisoires, je l'espère, contre la colère populaire. Nous les avons reconduits chez eux, sains et saufs. Je commencerai en faisant l'historique de la crise du 20 août 1960. Il faut pour cela remonter à la conférence politique malienne des 14, 15 et 16 avril 1960, dont le premier point comportait les réformes politiques au niveau du Mali consécutives à l'indépendance. Il était question très précisément de définir dans un cadre constitutionnel les nouvelles structures que prendrait la fédération. Sur ce point, deux questions donnèrent lieu à d'âpres discussions, celle du chef de l'État fédéral et celle de la répartition des postes politiques entre Sénégalais et Soudanais. Les Soudanais ouvrirent le feu en préconisant la concentration des pouvoirs. Les fonctions de chef de l'État, de chef de gouvernement et de ministre des Affaires étrangères seraient concentrées dans les mains d'un seul homme, un Soudanais en l'occurrence,
implicitement Modibo Keïta. Aux Sénégalais reviendrait la vice-présidence du gouvernement qui serait chargée de la défense et de la sécurité extérieure. Le reste sans changement. Ce que les Sénégalais, naturellement, ne pouvaient accepter. Ceux-ci, en effet, ripostèrent en soutenant la thèse de la séparation des pouvoirs et de leur répartition entre Sénégalais et Soudanais. Les Sénégalais, selon notre thèse, auraient la présidence de la Fédération et la vice-présidence du gouvernement qui seraient chargés des affaires étrangères. Les Soudanais auraient la présidence du gouvernement qui serait chargée de la défense et de la sécurité extérieure. Ils auraient en outre la présidence de l'Assemblée fédérale, le reste sans changement. 3 jours de discussions passionnées ne réussirent pas à aboutir à un accord complet. Cependant, ces discussions n'avaient pas été sans résultat. L'accord s'était fait sur un certain nombre de points. D'après cet accord, le Sénégal aurait la présidence de la Fédération, la vice-présidence du gouvernement chargé de la défense et de la sécurité extérieure, enfin la présidence de l'Assemblée fédérale. Le Soudan aurait la présidence du gouvernement chargé des affaires étrangères, le reste sans changement. Le désaccord portait sur la date de la mise en place des institutions, c'est-à-dire de l'élection du président de la Fédération. On décida alors de convoquer pour le 7 mai 1960 le comité directeur du PFA à qui serait confiée une mission de conciliation. Celui-ci se réunit les 7 et 8 mai 1960 en présence des délégués de la conférence politique malienne. Après 2 jours de discussion, l'accord se fit sur la date d'élection du président de la Fédération. Celui-ci serait élu avant la session ordinaire de l'ONU. La nouvelle constitution du 18 juin 1960 décida en son article 71 que l'élection du président de la Fédération aurait lieu avant le 1er septembre 1960. C'est sur ces bases que le bureau de l'Union populaire sénégalaise, le 22 juin 1960, désigna à l'unanimité ses candidats pour les postes de président de la Fédération et de président de l'Assemblée fédérale. Quelques jours après, je communiquai ces candidatures à Modibo Keïta, secrétaire général du PFA. À mon grand étonnement, celui-ci me déclara qu'il ne se rappelait pas qu'on eût réparti les postes politiques entre Sénégalais et Soudanais. Par la suite, les responsables soudanais avec qui j'eus l'occasion de m'entretenir allèrent plus loin en affirmant que la répartition des postes était encore à faire. Selon eux, il avait été simplement décidé à la conférence politique malienne que si les ressortissants de tel État avaient la présidence de la Fédération et le ministère de la Défense et de la Sécurité extérieure, ceux de l'autre État auraient la présidence du gouvernement et le ministère des Affaires étrangères. De la logique la plus élémentaire découlait que Sénégalais et Soudanais ne pouvaient avoir raison en même temps, et les uns ou les autres mentaient. Cependant, la thèse sénégalaise avait pour l'appuyer 2 arguments non négligeables. Le premier est que 2 décrets pris en Conseil des ministres fédéraux nommaient Modibo Keïta ministre des Affaires étrangères et Mamadou Dia ministre de la Défense et de la Sécurité extérieure. Le second argument est que Doudou Gueye, un Sénégalais, dont on connaît les attaches avec Modibo Keïta en sa qualité d'ancien RDA, n'a pas fait signer les procès-verbaux des séances de la conférence politique au président du PFA que j'étais, que je suis. Ces procès-verbaux sont liés et ne soutiennent ni notre thèse ni celle des Soudanais. Plus grave, Doudou Gueye prétend que le bureau du PFA à l'Assemblée fédérale a été cambriolé, retenez la date, le dimanche 13 août, ce que nient les gendarmes chargés de la garde de l'Assemblée. La conférence politique malienne du 20 août 1960 avait précisément pour but de trancher le débat. Le coup d'État avorté de Modibo Keïta l'a rendu impossible. Il est vrai que la question de la répartition des postes politiques était dépassée depuis 1 mois et depuis l'affaire de la nomination du chef d'état-major de l'armée malienne. L'affaire vint devant le Conseil des ministres fédéraux dans les derniers jours de juillet.
Nous sommes régis au Mali, vous le savez, sauf dispositions contraires par la législation française. C'est le cas pour la nomination des fonctionnaires civils et militaires. Voyez les articles 11 et 14 de la Constitution. L'article 15 dispose que, je cite, les actes du président du gouvernement fédéral sont contresignés le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution. Fin de citation. C'est dans ces conditions que Mamadou Dia, ministre de la Défense et de la Sécurité extérieure, proposa la nomination du colonel Fall comme chef d'état-major. Modibo Keïta lui opposa, ce qui est insolite, la candidature du colonel Soumaré que n'accepta pas Mamadou Dia. Celui-ci refusa de contresigner le décret préparé par Modibo Keïta, qui passa outre et publia le décret sans contreseing. C'était une première violation de la Constitution. En effet, le président du Conseil pouvait démissionner le ministre de la Défense après avoir pris l'avis de la délégation sénégalaise à l'Assemblée fédérale. Il ne pouvait se passer de son contreseing. D'autant que, normalement, le chef d'état-major aurait dû être nommé, après son élection, par le président de la fédération qui est le chef des armées, car celui-ci, au terme de l'article 11 de la Constitution fédérale, nomme, je cite, les hauts fonctionnaires fédéraux dont la liste est fixée par la loi fédérale. Fin de citation. En vérité, la nomination illégale du colonel Soumaré était un acte politique que la suite des événements éclairera et qui s'inscrit dans une série d'illégalités commises par Modibo Keïta. Nous avons découvert, par exemple, que le président du Conseil échangeait avec les autorités françaises toute une correspondance relative aux questions de défense sans même en informer son ministre de la Défense. Mais, avant de revenir à la question, je signalerai deux séries de faits qui ne sont pas moins graves. Depuis l'indépendance, Modibo Keïta avait tendance à pratiquer, singulièrement en matière de politique étrangère, une politique unilatérale et pour tout dire personnelle. Je signale à ce propos deux interviews qu'il a accordées respectivement à France Observateur et au Monde. Le grave, ce n'est pas les idées qu'il y a émises, c'est qu'il les eut présentées comme la politique du Mali, alors que ces idées, qui portent sur des projets concrets, n'avaient été discutées ni en Conseil des ministres, ni en conférence politique malienne. Plus grave encore est l'intrusion de Modibo Keïta dans les affaires intérieures de la République du Sénégal. Comme chef du gouvernement fédéral, son devoir était de respecter l'autonomie des États fédérés, singulièrement celle du Sénégal, dont il n'est pas ressortissant. Comme secrétaire général du PFA, son devoir était de respecter l'autonomie de l'UPS, section du PFA, non seulement de respecter l'autonomie de l'UPS, mais de renforcer la force de l'UPS. Je reviendrai tout à l'heure sur le premier point, sur l'autonomie du gouvernement sénégalais. Je m'arrête au second point, l'autonomie de l'UPS. Invité au congrès de l'UPS le 2 juillet 1960, Modibo Keïta, qui avait fait amener sa claque de Dakar, on se demande pourquoi, se permit d'attaquer la position des leaders de l'UPS en plein congrès, alors qu'il était notre invité et n'avait pas le droit de participer au débat. Le résultat a été d'ailleurs le rejet de ses thèses par le congrès unanime. Mais le plus grave n'est pas là. Avec les fonds politiques votés par l'Assemblée fédérale et qui proviennent pour la plus grande part de recettes du Sénégal, le secrétaire général du PFA a passé le plus clair de son temps à essayer de diviser l'Union progressiste sénégalaise et les Sénégalais en général. Il a pris contact directement ou indirectement par Doudou Gueye avec presque tous les grands marabouts pour les inciter à combattre les leaders de l'UPS. Il a pris contact également avec certains syndicalistes et certains jeunes. Il a fait plus en encourageant la constitution de groupements factionnistes au sein de l'UPS, particulièrement des associations dites soudanaises. Il a mis à la disposition de ces groupements et associations des moyens matériels et financiers. Le but était clair,
Il s'agissait de recruter pour le coup d'État qui se préparait des troupes de choc. Encore une fois, c'était mal connaître les Sénégalais que de les prendre pour un peuple lâche et corrompu. La suite des événements opposera un démenti sans équivoque à ce jugement qui témoigne de beaucoup de légèreté. Mais revenons au complot. La veille du coup d'État avorté, le colonel Soumaré, toujours lui, a envoyé à 2 compagnies de l'armée malienne stationnées au Sénégal de messages confidentiels. Par ceux-ci, on donnait l'ordre au commandant de compagnie de se tenir prêt et en tenue de campagne pour descendre sur Dakar afin d'y assurer le maintien de l'ordre. Une illégalité de tout d'abord. Le colonel Soumaré ne pouvait envoyer ces messages sans l'approbation de son supérieur hiérarchique, le ministre de la Défense, qu'il avait omis comme par hasard de consulter. D'autre part, l'armée est chargée, entre autres tâches, de rétablir l'ordre et non de la maintenir. Au terme de la Constitution fédérale, le maintien de l'ordre, comme la sécurité intérieure, appartient aux États fédérés et non à l'État fédéral. Voyez l'article 6. Enfin, argument de bon sens. On comprend mal si le président du Conseil, comme il le dit, n'avait pas l'intention de faire un coup d'État. On comprend mal la mobilisation de l'armée à l'occasion d'un congrès qui réunirait 200 personnes ou d'une conférence politique qui en réunirait 50. Mis au courant des messages du colonel Soumaré, les Sénégalais sont moins bêtes qu'on ne le croit. Le gouvernement et les responsables politiques du Sénégal se préparèrent à riposter au coup d'État. Le secrétaire général et le secrétaire politique de l'UPS donnaient l'ordre aux sous-sections du parti de se tenir en alerte. Ils prenaient contact avec la direction du mouvement des jeunes de l'UPS et avec quelques responsables les plus qualifiés de l'Union des travailleurs du Sénégal. Cependant, gouvernement et parti ne pouvaient croire à un coup d'État, quelles que fussent les précautions qu'ils avaient prises. Le coup d'État m'a trouvé dans mon lit, tandis que le président du Conseil a rentré à Dakar. Naturellement, nous ne passerons pas sous silence le coup d'État lui-même. Il fut décidé au cours d'un conseil des ministres extraordinaire qui se tint au début de la soirée du 19 août. Des ministres sénégalais, seul Boubacar Gueye y assistait. La destitution de Mamadou Dia de son poste de ministre de la Défense et de la Sécurité extérieure est une illégalité. Une de plus. Je vous renvoie à la Constitution fédérale selon laquelle le président du Conseil ne peut mettre fin aux fonctions d'un ministre qu'après consultation de la délégation de son État. C'est l'article 12. La proclamation de l'état d'urgence pour le maintien de l'ordre, entre guillemets, est une dernière illégalité puisque ce maintien appartient aux États fédérés. Aussitôt connu le coup de force, le gouvernement et l'UPS réagirent rapidement, méthodiquement et avec vigueur. Le président du Conseil fédéral avait déjà été occupé par les troupes maliennes, les bâtiments fédéraux et même l'Assemblée législative du Sénégal. Pourquoi l'Assemblée législative du Sénégal? Était-ce pour empêcher l'Assemblée législative du Sénégal de délibérer? Quel article de la Constitution permet au président du gouvernement fédéral de s'immiscer dans le fonctionnement des institutions sénégalaises? Je me le demande et vous le demandez. Le gouvernement sénégalais, par la persuasion, c'est à noter, fit rentrer les soldats maliens dans leurs casernes et les remplaça par ses forces de sécurité, gendarmerie et garde républicaine. En même temps, l'UPS plaçait ses milices populaires autour de l'Assemblée législative du Sénégal. Les cheminots décidaient d'immobiliser les trains. L'ordre était de ne pas user de violence et de respecter les personnes soudanaises comme leurs biens. À une situation révolutionnaire, nous avions répondu par des méthodes révolutionnaires mais pacifiques, allant jusqu'à haranguer les forces de sécurité. En quelques heures, le peuple sénégalais s'était dressé à notre appel, tous éléments mêlés, constituant un seul bloc sans fissure. Pendant ce temps, l'Assemblée législative du Sénégal délibérait sous la protection de la garde républicaine et des forces vives de son peuple. Elle votait sans désemparer 3 lois. Premièrement, une loi constitutionnelle qui retournait au Sénégal les compétences transférées au Mali
faisait sortir notre État de la fédération et proclamait l'indépendance du Sénégal. Deuxièmement, une loi sur l'état d'urgence. Troisièmement, une loi accordant au gouvernement de Mamadou Dia les pleins pouvoirs pour 3 mois. Toutes ces lois, je le souligne, ont été votées à l'unanimité. Terminée la séance extraordinaire de l'Assemblée, le gouvernement sénégalais se réunissait de nouveau et jusqu'au matin pour faire face à la situation. Elle prenait une série de décrets. L'armée sénégalaise était constituée grâce au ralliement des troupes ex-maliennes stationnées au Sénégal. Le colonel Fall était nommé chef d'état-major. Le gouvernement était complété. Valdiodio Ndiaye ajoutait à ses fonctions celles de ministre de la Défense et de la Sécurité extérieure. Doudou Thiam, ancien ministre du Mali, était nommé ministre des Affaires étrangères. Abdoulaye Fofana, autre ancien ministre du Mali, était nommé ministre de PTT. Gabriel Darboussier, ministre de la Justice. Et maintenant, j'en viens aux raisons profondes de la crise. La presse métropolitaine a souvent écrit que la raison de la crise qui vient d'avoir le dénouement que vous savez se trouvait dans la compétition pour la présidence de la Fédération. Cette compétition n'a été qu'une raison parmi d'autres, une raison secondaire au demeurant. En vérité, elle a été occasion plus que raison. Si les Soudanais avaient, en avril ou mai, réclamé la présidence de la Fédération, nous nous serions probablement contentés de la présidence du Conseil. Contentés n'est pas le mot exact, car c'est la présidence du Conseil qui détient la réalité du pouvoir. Voyez Lumumba. Mais les Soudanais n'ont pas réclamé alors la présidence de la Fédération. Les divergences entre Sénégalais et Soudanais proviennent en réalité plus profondément de 2 conceptions politiques différentes. Ces conceptions traduisent des réalités sociologiques différentes. La colonisation a été plus brutale, plus dure au Soudan qu'au Sénégal, d'où un certain radicalisme soudanais. Prenez le mot radicalisme dans son sens étymologique. Surtout, la plupart des Soudanais sont passés par l'apparentement communiste, tandis que nous avons été, nous, Sénégalais, formés à l'école du socialisme démocratique. On en conclut trop vite que les Soudanais sont marxistes et plus à gauche que nous. C'est là le jugement d'un Européen. La vérité est bien plus complexe. Car c'est un Sénégalais qui, en 1937, dénonça pour la première fois en Afrique française le danger de l'assimilation. C'est un Sénégalais qui, vers l'année 1930, avait auparavant, avec Aimé Césaire, lancé la théorie de la négritude. C'est un Sénégalais qui, en 1946, avait, à la commission constitutionnelle de l'Assemblée constituante française, présenté au nom du groupe SFIO un projet de république fédérale qui supposait l'autonomie interne des colonies. Des Sénégalais participèrent en 1953 au fameux congrès de Bobo Dioulasso qui préconisa, avec l'indépendance du Cameroun et du Togo, la création d'une république fédérale française dans le cadre d'une union française confédérale. Seuls, et ceci est à noter, seuls les députés sénégalais refusèrent de voter le principal décret d'application de la loi cadre de 1956 parce que ce décret n'accordait qu'une semi-autonomie au territoire d'outre-mer qu'il balkanisait au demeurant. Enfin, des commissaires africains au comité consultatif constitutionnel de 1958, seuls les commissaires sénégalais se battirent pour l'indépendance des États africains dans le cadre d'une communauté confédérale. Ce sont là, mesdames, messieurs, des faits irréfutables parce que vérifiables et appuyés sur des documents écrits. Les divergences entre Sénégalais et Soudanais ne se situent donc pas au niveau de l'idéologie. Nous sommes aussi à gauche que les Soudanais et se situent au niveau de la méthode. Les Soudanais ne sont pas plus communistes que les Sénégalais ne sont bourgeois. Ils sont seulement pour des méthodes plus dures, plus totalitaires, tandis que les Sénégalais sont pour des méthodes plus libérales. L'opposition peut s'exprimer plus librement au Sénégal, moins librement au Soudan. Ici Paris, radiodiffusion d'outre-mer. Ce matin, à 8h, à son arrivée à Paris, Monsieur le Président Dia Mamadou a accepté de faire, pour les représentants de la presse, de la radio et de la télévision, une déclaration et a ensuite répondu aux questions que lui ont posées les journalistes et notamment les représentants de la radiodiffusion d'outre-mer.
Vous allez entendre cet enregistrement et tout d'abord la déclaration liminaire de Monsieur le Président Mamadou Dia. Vous connaissez l'événement. Le Sénégal a été amené à prendre son indépendance, à quitter la Fédération du Mali dans des circonstances qui n'ont pas dépendu de notre volonté. Je suis venu à Paris pour m'entretenir de ces différentes de la situation qui est ainsi créée avec le général de Gaulle et sans doute aussi avec le Premier ministre de la République française. Je crois qu'il est inutile que j'insiste sur l'attachement des dirigeants sénégalais à la cause du Mali, à l'idéal que représentait le Mali pour nous. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il n'est pas question de faire du sentiment. Nous sommes des hommes politiques, des hommes d'État. Nous devons tirer tout simplement la conséquence des faits. Le fait, aujourd'hui, c'est que le Sénégal est sorti de la Fédération du Mali. C'est que le Sénégal est aujourd'hui un État indépendant. Nous pensons d'ailleurs que cette indépendance ne se traduira pas par une rupture des liens avec les autres États africains et en particulier avec notre partenaire soudanais. Il y a longtemps aussi que nous luttons pour le regroupement des États africains, pour le regroupement des pays africains. Et malgré ce qui vient de se produire, nous ne renonçons pas à cet idéal-là, mais nous avons considéré que précisément pour réaliser ce regroupement, pour aller de l'avant, pour faire un jour l'unité africaine, il était indispensable que nous recouvrions d'abord notre liberté, notre indépendance. Sur ce point, nous faisons, nous, dirigeants sénégalais, notre autocritique. Sans doute, il y a un point sur lequel nous avons eu sans doute raison, c'est sur la question de l'indépendance. Mais il y a aussi un autre point sur lequel je crois que nous avons eu tort. Et je pense, messieurs, qui êtes attentifs aux déclarations des hommes politiques, vous avez pu remarquer qu'à mon passage à Abidjan, j'ai déjà eu l'occasion de dire que si sur le plan de l'indépendance, nous avions raison, peut-être que sur un autre plan, nous avions tort. Je faisais allusion en ce moment-là à la question de l'unité considérée comme préalable à l'indépendance. Je n'ai aucune pudeur à déclarer, je crois que c'est ça le courage politique, de dire quand on s'est trompé, ce n'est pas que de dire qu'on s'est trompé. Et même que lorsque un homme qui défendait une thèse contraire, M. Houphouët-Boigny, je crois que c'est lui qui avait raison, sur le plan, sur le point du préalable de l'unité à l'indépendance. Monsieur le Président, il y a 6 mois, quand je suis passé vous voir à Dakar, vous m'avez dit textuellement, nous ne craignons absolument pas une sorte de colonisation du Sénégal par le Soudan. Vous pouvez me dire quel est l'élément essentiel qui vous a fait changer d'avis? Parce que je suis un homme optimiste, et puis en principe aussi, mes partenaires, j'ai toujours comme principe de leur prêter toujours aussi beaucoup de sincérité, autant en tout cas de sincérité que je m'en attribue. Alors c'est pourquoi je pensais jusque-là que je pense que la fédération devait être quelque chose de viable si les rapports étaient fondés sur une sincérité réciproque, sur un respect réciproque de nos deux pays. Monsieur le Président, vous semblez ne pas considérer que cette rupture est définitive. Est-ce que vous pensez que sur de nouvelles bases, cette union qui a été saluée avec faveur peut être recréée entre le Sénégal et le Soudan? Je le souhaite vivement. Je le souhaite de tout cœur. Et je crois que ça doit être possible si vraiment nous nous montrons les uns et les autres des responsables à la hauteur de la situation. Apportez-vous un plan précis au général de Gaulle ou ne seront que des conversations? Je compte bien sûr avoir des conversations aussi poussées que possible. Et avez-vous vous-même un plan précis? Il est vraisemblable que je dois avoir des idées assez précises. Vous êtes vous-même partisan des grands ensembles et vous savez qu'un pays isolé en Afrique ne peut pas survivre. Est-ce qu'il est dans votre intention
d'avoir une initiative pour essayer de recréer au sein de l'Afrique occidentale une union plus large et plus féconde. Ah oui, je vous ai dit tout à l'heure que nous restons fidèles, n'est-ce pas, à notre idéal. Nous pensons que nous ne pourrons rien faire si nous restons isolés les uns des autres. C'est pourquoi seulement je dis que pour faire ce regroupement, cette union, cette association, il faut vraiment asseoir tout cela sur des indépendances réelles. On va rester en tout cas des indépendances des uns et des autres. Dans le télégramme du général de Gaulle, il y avait marqué rapport nouveau au sein de la communauté. Qu'est-ce que le général de Gaulle n'entendait pas? Rapport nouveau. Ah, ça, il faudrait demander ça au général de Gaulle. Vous venez d'entendre les déclarations faites ce matin à son arrivée à Paris par Monsieur le Président Mamadou Dia. Ici Paris, radiodiffusion d'outre-mer. Je viens d'avoir un important entretien avec le général de Gaulle, président de la communauté. J'ai complété les informations que je lui devais sur les événements qui viennent de se dérouler à Dakar. Je lui ai confirmé la position sénégalaise, à savoir notre départ de la Fédération du Mali, plus exactement de l'ex-Fédération du Mali, la proclamation de l'indépendance du Sénégal et notre désir de signer le plus rapidement possible des accords de coopération avec la France. Le général de Gaulle a bien voulu me donner acte de ces différentes positions. Tout à l'heure, je dois rencontrer le Premier ministre de la République française, à qui je ferai la même communication et je repartirai aussitôt, laissant au gouvernement français le soin d'examiner à son tour les propositions que je lui ai faites au nom de mon gouvernement. Monsieur le Président, quand repartez-vous pour Dakar? Probablement demain.